Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me répondre par le chat ou par le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Formidable. Merci. Alors, écoutez, bienvenue à cette réunion de remédiation. Vous savez, c'est les réunions que l'on fait pour faire un point un peu avant les examens. Alors moi, je m'appelle Jean-Ménac de Coussert, je suis le coordinateur universitaire de la 2.10 et la 2.5. Pour la 2.10, ça va aller relativement rapidement. Pourquoi? Parce que la 2.10 n'est pas, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, même si c'est une UE universitarisée, ce n'est pas une UE à évaluation universitaire. C'est-à-dire que vos formateurs ont dû vous expliquer que l'évaluation de la 2.10, ce n'était pas un examen qui est fait, organisé par la fac, comme ça va l'être par exemple l'année prochaine pour vous sur la 2.5, mais c'est une analyse de situation qui est évaluée par vos formateurs. Voilà, donc bon, on a maintenu la séance de remédiation depuis le début. Si vous avez des questions sur l'hygiène et les pratiques en hygiène, mais l'examen en lui-même, je ne peux pas vous aider énormément puisque c'est un examen qui est piloté par vos formateurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est de, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est pas moi qui organise tout ça, c'est de vous faire travailler sur ces fameuses analyses de situation. Donc, c'est la première fois que vous en faites pour une UE et ça tombe sur la 2.10, mais c'est quelque chose que vous referez plus tard. Donc, travailler à partir d'une situation, l'analyser avec les thématiques de l'hygiène et de la prévention des infections. Vous referez des analyses de situation plus tard sous différents angles. Donc, la seule chose que je peux faire pour vous aider, parce que ces séances de remédiation sont là dans un souci de bienveillance pour aider les étudiants à préparer leur évaluation. Donc, sur la 2.5, par exemple, j'ai une séance de remédiation ce soir à 17h ou à 18h. Là, c'est beaucoup plus simple puisque enfin, j'ai écrit en très grande partie l'examen avec également des formateurs de l'IFSI, mais j'ai l'examen sous les yeux et donc je peux vous aiguiller un petit peu sur sur ce qu'il faut réviser. Là, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, donc je ne peux pas trop vous aider. Mais si vous avez par contre des questions d'hygiène sur lesquelles ou des discordances par rapport à ce que vous avez vu, dans vos stages et ce que on vous a appris lors des cours magistraux enregistrés ou lors des TD, eh ben, je peux essayer de les expliquer et de tirer ça au clair avec vous. Mais je ne peux pas faire grand-chose pour l'examen. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant l'hygiène et la prévention du risque infectieux? Bon, L'UE s'appelle hygiène hospitalière. Moi, je travaille au sein d'une équipe opérationnelle d'hygiène, mais c'est vrai que maintenant, on dit plutôt prévention du risque infectieux. Ça fait mieux que hygiène, hygiène. Bon, certains collègues se sont plaints en disant que ça faisait quand même très euh, ménage et bio-nettoyage. En cela, le nettoyage, le bio-nettoyage et le ménage ne sont pas du tout des tâches à négliger, mais c'est vrai que la prévention du risque infectieux, ça va au-delà de ces aspects-là. Est-ce que vous avez des questions sur précautions standards, précautions complémentaires, tous ces trucs-là? Gestion des excrétas, bio-nettoyage? Non? Tout va bien? Vous avez bien assimilé toutes ces histoires de précautions standards, précautions complémentaires? La place des gants, le grand piège, hein, c'est la place des gants. Souvent, vous savez que les gants, c'est utilisé en fait uniquement pour vous protéger, vous, dans le cadre des précautions standards.
des contacts avec les liquides biologiques, les muqueuses, les peaux lésées. C'est pas fait pour lutter contre la transmission croisée. À deux petites exceptions près, qui sont le Clostridium difficile, puisqu'il y a des spores dans l'environnement en grande quantité, et puis la gale. La gale peut traverser la peau. Mais sinon, les gants, c'est uniquement pour vous protéger vous. Donc, s'il y a un risque de contact avec liquide biologique, les muqueuses ou une peau lésée, eh bien, à ce moment-là, juste avant, vous mettez des gants. Et dès qu'il y a plus ce risque de contact avec la peau, les liquides biologiques ou la peau lésée, vous retirez les gants. Et avant de mettre les gants, vous faites une friction hydroalcoolique. Parce que si avec vos mains sales, vous allez chercher des gants dans la boîte à gants, bah, vous imaginez la tête qu'a la boîte à gants au bout de... Il y a une cinquantaine de paires de gants hein, dans une boîte à gants. Donc vous imaginez la contamination de l'intérieur de la boîte à gants si tout le monde y met ses mains sans les désinfecter avant. Et juste après avoir fait le geste, le soin avec un risque de contact avec liquide biologique, la peau lésée ou les muqueuses, et ben vous retirez les gants et là, immédiatement, vous refaites une friction hydroalcoolique parce que quand on retire ses gants, généralement, on met sur sa main ce qu'il y avait sur les gants. Je simplifie, mais c'est quand même un petit peu ça. Donc l'idée, c'est de remettre à zéro, de repartir à zéro en refaisant une friction hydroalcoolique. Donc faites attention parce que ça, si vous prenez une situation où il y a des gants, le piège, c'est ça. Hein. Donc il n'y a aucune raison, par exemple, hormis Clostridium difficile ou euh, ou la gale, de mettre des gants dans le couloir. Vous ne mettez jamais des gants dans le couloir avant de rentrer dans la chambre. Vous rentrez dans la chambre et si au cours des soins, vous avez besoin de mettre des gants, vous les mettez au dernier moment et vous les retirez dès que possible. Le problème des gants, c'est qu'une fois qu'ils sont contaminés, vous ne pouvez pas les décontaminer. Hein. On ne fait pas des frictions hydroalcooliques avec des gants. Donc avec des mains, enfin, avec des gants sur des mains, les gants se contaminent et vous allez en foutre partout dans l'environnement du patient, mais également sur vous, parce que vous allez toucher votre tenue, vous allez toucher votre nez, vous allez remonter vos lunettes et vous allez vous contaminer. Donc ça, c'est le piège numéro un, les gants. Alors, juste par rapport à la boîte OPCT, est-ce qu'il y a une indication particulière au niveau de l'emplacement? Voilà, c'est typiquement ce genre de questions qu'on peut discuter ensemble. Oui, il faut que la boîte soit le plus proche possible de vous, qu'elle soit stable. Hein, il ne faut pas la mettre sur quelque chose qui soit instable, mais il faut qu'elle soit proche de vous. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous ayez à traverser toute la chambre avec votre aiguille pour la mettre dans la boîte OPCT. Donc la boîte OPCT est au plus proche de vous quand vous savez que vous en allez avoir besoin. Au plus proche de vous, tout en restant sur un endroit stable. Hein. Et puis également, vous savez qu'il y a une fermeture provisoire et une fermeture définitive. Entre deux utilisations, vous la mettez sur la fermeture provisoire, la boîte OPCT. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par exemple, l'histoire de la boîte OPCT, c'est un bon exemple. Donc sur un chariot, pas en bas. Oui, si vous pouvez la mettre sur votre chariot, c'est pas bête, ouais. Comme ça, vous l'avez à portée de la main. Le moins de distance possible vous avez entre le moment où vous avez fini d'utiliser votre piquant, coupant, tranchant et la boîte OPCT, mieux c'est. Parce que c'est au cours de ce chemin que vous risquez de... c'est un chemin à risque parce que eh bien, le piquant, coupant, tranchant est à l'air libre. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus des systèmes de neutralisation immédiate du risque de coupant tranchant parce que voilà, maintenant ces systèmes sont intégrés, donc ça règle un petit peu le problème, mais néanmoins le principe c'est la boîte OPCT au plus proche et en effet à un niveau qui vous permet de le faire le plus facile. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question pratico-pratique? C'est le moment ou jamais. Hein. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours des équipes opérationnelles d'hygiène. Alors, dans chaque service, vous avez un correspondant en hygiène, un ou plusieurs correspondants en hygiène, médical et paramédical. Donc, c'est des gens qui suivent des formations un peu particulières avec nous, qui ont l'habitude de travailler dans les équipes opérationnelles d'hygiène, donc qui ont une expertise en hygiène hospitalière. Et puis sinon, vous avez toujours vos équipes opérationnelles d'hygiène où il y a des paramédicaux, il y a des médicaux, il y a un cadre que vous pouvez appeler pour des questions pratico-pratiques. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, globalement, les hygiénistes sont plutôt toujours d'accord entre eux.
Il peut y avoir des petites variations d'une procédure, d'un service, ou plutôt d'un hôpital à un autre, pas d'un service à l'autre, mais d'un hôpital à l'autre. Donc, il faut toujours vous fier au, au protocole local en place, d'hygiène, on appelle ça les protocoles d'hygiène, ou c'est les protocoles du CLIN, c'est-à-dire le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Voilà, donc il faut se baser sur les protocoles locaux, puisqu'il peut y avoir des petites variations. Globalement, c'est à la marge, hein, puisque nous travaillons les hygiénistes à partir de grands documents qu'on appelle les précautions standards ou les précautions complémentaires contact ou les précautions respiratoires. Donc voilà. Précautions standards, c'est vraiment la base de la base de la base. C'est ça qui doit être appliqué tout le temps, partout. Et donc, voilà. Si vous avez des questions sur les précautions standards, je vais vous mettre sur le chat le lien vers la société savante, parce que la discipline de hygiène hospitalière prévention du risque infectieux a une société savante, hein, une seule, qui regroupe les médicaux et les paramédicaux qui travaillent en hygiène hospitalière. Et cette société savante a un site internet, bien évidemment, et sur lequel vous allez trouver plein de choses, plein de recommandations, et notamment ces précautions standards. Donc, c'est une mise à jour en juin 2017. Alors, le document est important. Vous avez, parce qu'à la fois, vous avez les recommandations, puis après, vous avez aussi comment dire, toute l'argumentaire qui a amené à prendre ces décisions-là. Donc, voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé de regarder l'argumentaire, hein. Vous pouvez juste regarder les recommandations. Donc, ça devrait être la Bible de tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut, aide-soignant, étudiant, infirmier, médecin, tout ce que vous voulez, et quel que soit son lieu d'exercice, c'est-à-dire à l'hôpital, en ville, en EHPAD, partout, il faut appliquer les précautions standards qui sont les moyens de base de lutte contre la transmission des micro-organismes et contre la survenue des infections associées aux soins. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vous mets également dans le chat mon mail. Comme ça, si vous avez des questions qui vous reviennent, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Tac, tac, tac. Je suis aussi référent universitaire sur l'ensemble des IFSIR qui dépendent de l'UPEC. Il y a Coraline Barrault qui est en tête de ligne et moi je suis en deuxième ligne. Donc vous pouvez aussi me solliciter pour d'autres questions. Voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez mon mail, vous avez le lien vers les précautions standards. N'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail. OK? Ça va. Eh bien, écoutez, bon courage pour votre examen et n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.